Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode du yoga, quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mike de Mike Yoga Paris, qui a répondu présent à l'appel pour la recherche d'invités que j'ai fait en début d'année. Mike, bonjour. Bonjour Mickaël, bonjour tout le monde. Comment tu vas ? Je vais très bien. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Mike, j'ai 52 ans, 2 enfants. Je suis professeur de yoga depuis 2012. Je commence à donner des cours en 2012. Je suis aussi coach sportif depuis 2016. J'ai travaillé à temps plein dans le yoga, on va dire entre 2016 et le Covid, pour schématiser. J'ai aussi, je suis aussi consultant informatique et je travaille dans l'informatique en tant que chef de projet et consultant dans ma seconde vie. Voilà, Okay. et ça depuis les années 2000. Et si on revient au yoga, parce qu'on va revenir à l'informatique tout à l'heure, est-ce que tu peux nous, si tu t'en souviens, nous raconter ton premier cours et comment tu as découvert la pratique ? Alors, mon premier cours, je l'ai vraiment en tête, parce que quand j'étais à l'université, encore étudiant à Toulouse à l'époque, dans les années 90. Je crois que mon premier cours, alors en préparant le podcast, j'ai réfléchi à ça, parce que je savais que tu allais me poser la question. Le premier cours, on s'en souvient toujours, moi je crois que c'était 94, 95, quand je suivais ma licence à l'époque, ou ma maîtrise, je sais plus. C'était des UV par semestre, et il y avait un semestre où je n'avais que très peu d'UV, donc beaucoup de temps. À l'époque, on avait du temps en tant qu'étudiant, et j'en avais profité pour découvrir plein d'activités que la faculté proposait. Donc, j'étais allé à l'association sportive et j'avais comme ça découvert beaucoup d'activités, dont le yoga. Alors, pas que à l'époque, et même le fitness que je pratique aussi. Je l'ai découvert en même temps à cette époque-là. Et le tout premier cours que j'avais fait, je vois encore la prof. Ouais. Dans ma tête, c'était une prof, je vais le dire comme ça, complètement allumée. Elle donnait des cours qui étaient très stricts. Alors, c'était du hatha yoga, qu'on pourrait qualifier de traditionnel. Et elle avait une structure de cours qui était vraiment très, très précise, c'était très, je dirais strict. Aujourd'hui, avec le recul, je dirais assez strict. Je vois encore les élèves aussi qui étaient présents. Il y avait beaucoup d'élèves. Strict, mais plaisant ou strict ? Strict, mais à l'époque, je dirais intéressant. Parce que je découvrais, j'avais pas d'attente particulière, c'était juste pour voir. Et alors, je me souviens notamment de quelque chose qui était rigolo avec cette prof-là, c'est qu'elle donnait à la fin du cours, en fait, elle avait une structure de cours qui n'est pas comme aujourd'hui. À la fin du cours, elle prévoyait à peu près 10 minutes pour des questions-réponses, alors liées au yoga ou pas. Et elle imposait qu'on pose les questions devant tout le monde. Et elle répondait à tout le monde. Et si on avait le malheur de lui poser une question après le cours, elle ne répondait plus. Elle disait non, c'est fini, vous partez. C'était très particulier. Et elle racontait aussi des anecdotes pendant ses cours. Notamment, je me souviens, elle racontait qu'elle était revenue, elle avait voyagé en Inde, puis elle avait vu, je sais plus, un pratiquant, je sais plus qui là-bas. Et elle disait qu'elle avait vu des flashs passer d'une main à l'autre. Donc la personne était assise en mudra et elle avait vu comme ça un flash. Elle me souviens, elle avait dit, je vous promets que c'est vrai, un flash passer d'une main à l'autre, un éclair. Et pour elle, ça avait été une révélation. Elle racontait des choses comme ça. Donc c'est vrai que moi qui découvrais, bon, je sais qu'à l'université, on voit quand même un peu de tout.
C'était un peu curieux, mais ça m'intéressait quand même. Ça m'intéressait quand même par rapport à la pratique. J'avais compris qu'il y avait une histoire de régularité. J'en avais fait quelques mois avec cette prof-là. Elle était très gentille, hein. Mais c'est vrai qu'elle était dans un autre monde, quoi. C'était pas du tout... Alors, rien à voir avec les professeurs d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Peut-être elle a participé au mythe de la prof de yoga un peu farfelu. Et, Voilà. Alors, on est dans les années 90. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, les années 90, le yoga, c'est particulier. Parce que après cette expérience, donc, je suis arrivé à Paris pour continuer mes études en 96, pour être précis. Et le hasard a fait que j'ai habité juste en face du Sivananda. Je voyais, j'étais en haut sous les toits, puis je voyais en face de moi, il y avait le Sivananda sur le boulevard Sébastopol à l'époque. Et je voyais, c'était écrit en gros. Alors, il n'y avait pas Internet, hein, on ne pouvait pas surfer pour aller voir, il n'y avait pas YouTube, on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Moi, c'était un grand mystère. Puis je voyais des gens pratiquer et ça avait attiré mon attention. Puis je les avais téléphoné à l'époque, il fallait téléphoner, puis ils m'avaient donné un certain nombre de créneaux. Et je m'étais inscrit directement à un stage. Alors, c'était 4 ou 6 cours, je ne sais plus, sur 1 mois ou 1 mois et demi. Donc, je me souviens, c'était les lundis soirs. Et le thème, c'était Sirsasana. Je connaissais rien. Alors, je savais que c'était la posture sur la tête. Alors, je voyais faire de temps en temps la posture sur la tête de la fenêtre. Hein, je voyais le cours. Hein, il y avait une grande salle. Et j'étais allé là-dedans. Et là aussi, j'avais trouvé des profs. Ils étaient tous habillés en blanc. Et quand j'avais commencé à parler autour de moi de ça, j'en parlais timidement parce que c'était personnel, hein, on m'avait dit faire attention parce que c'est des endroits où il peut y avoir des sectes. Bien sûr. Et à l'époque, c'était vraiment, il y avait des influences très fortes. La première question qu'on m'avait posée quand j'avais parlé de ces cours au Sivananda, alors pas à la fac, comme ça, à la fac, c'était pas payant, mais c'était est-ce que tu as payé le cours ? Et parce qu'à l'époque, le yoga servait d'attirance pour certains élèves pour aller dans certaines sectes. Et à l'époque, les cours étaient gratuits dans ce contexte-là. Et là, j'avais dit non, j'avais payé. Enfin, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai, je me souviens de ces profs en blanc. Alors, il y avait un Américain, c'est lui qui m'avait appris Sirsasana, d'ailleurs, c'était rigolo. Et il y avait aussi quelques profs français, c'était que des hommes. Alors, il y avait des femmes en cours. Ouais, c'était que des hommes. Et il y avait aussi, une fois, alors c'était un soir, je me souviens, parce qu'il proposait après un petit repas végétarien classique, enfin rapide et classique. Pour moi, ça m'arrangeait bien en tant qu'étudiant de manger aussi après ça, pour après aller continuer à travailler. Et il y avait de temps en temps, ils faisaient venir des Indiens qui faisaient, alors je sais pas, des stages ou des conférences. Enfin, je savais pas trop ce qu'ils faisaient. Mais là, par contre, c'était vraiment curieux. Je voyais ça de loin, je me disais, non, là, par contre, j'ai pas envie. Ça te repoussait, ça t'attirait pas? Oui, parce que c'était pas. Non, quand je voyais cette ambiance-là, je me souviens, il y avait des grands flyers, des grands posters un peu partout. Je voyais des thèmes qu'ils faisaient sur leur voyage. J'avais lu l'emploi du temps d'un voyage, donc je me souviens de ça. Il y avait écrit 4h du matin ou 4h30 réveil. Bon, ok. 5h prière. 6h, voilà. Puis après, tu avais un peu de pratique. Et puis, c'était curieux. Comme façon. Là, je me suis dit, bon, ça, non. Voilà. Moi, c'était plus la pratique qui m'intéressait. Alors, ils proposaient des cours traditionnel, donc ça me convenait très bien, puis j'en étais resté là. Le côté spirituel, tu l'avais abordé en ce temps-là, ou c'était... Non, alors le côté spirituel en tant que tel, moi je ne l'ai jamais abordé sous l'angle spirituel, c'est-à-dire avec des croyances, avec... voilà. Ça, j'ai développé plus ça par moi-même, je dirais, dans mon évolution personnelle par rapport à tout ce que j'ai pu faire par ailleurs. Mais je ne suis jamais rentré là-dedans me disant, il y a de la spiritualité, donc ça va me convenir. D'ailleurs, quand j'avais fait ma formation de yoga en 2009, le professeur m'avait demandé à l'entrée, il y avait un petit entretien, un peu comme ça, et il me disait est-ce que tu attends de la spiritualité de la formation? Alors je me souviens, j'avais répondu tout de suite non, et il m'avait dit ça tombe bien parce qu'on ne propose pas ça. Ok. Et c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, pour moi c'est différent. Enfin, c'est différent par rapport à mon approche du yoga et ce que j'ai pu en tirer. Néanmoins, bon voilà, c'est quelque chose qui existe, mais pour moi ça reste une voie parallèle du yoga que je n'exploite pas ou que je n'emprunte pas. Chacun pratique le yoga comme il veut. C'est ça, oui. C'est tellement vaste. Ouais. Donc dans les années 90, donc t'as été dans d'autres lieux, t'as toujours continué? Pour le yoga, qu'est-ce que j'avais fait? Parce que moi, j'ai eu une évolution dans la pratique personnelle qui était en dents de scie. Donc, parfois, j'étais assez régulier, assez actif, entre guillemets. Parfois, non. Mais c'est surtout que j'ai jonglé entre plusieurs activités. C'est-à-dire que je ne suis jamais rentré à travers le yoga dans un formalisme qui ferait que le yoga, c'est ça et rien d'autre. C'est vrai, j'ai toujours voulu explorer plein de choses. Je ne suis pas fermé. Alors après, par contre,
on peut m'enfermer moi dans quelque chose lié au yoga, mais moi je me considère pas comme enfermé. J'ai pas un maître, un professeur que je suis absolument. Et je me dis c'est lui qui a raison, c'est lui. Voilà, s'il lève la main gauche, c'est la main gauche et pas la main droite ou voilà ce genre. Je suis pas du tout là-dedans. Et même les profs, j'ai appris. Alors ça, j'ai appris dans d'autres domaines, même dans le fitness, à parfois les remettre en cause. C'est-à-dire, il dit un truc, puis tu te dis non. Alors après, tu cherches, parce qu'il faut répondre. Et ça, c'est intéressant de se confronter aux profs. Alors, voilà, alors, il y a des profs qui sont ouverts à des discussions, à des remises en cause. En fitness, j'avais eu des formateurs très très bons pour ça. Ils se remettaient facilement en cause et c'était vraiment très fort. En yoga, un petit peu moins, mais voilà, je suis pas enfermé dans un dogme ou dans quelque chose. Voilà, et j'ai remarqué que toutes les disciplines où il y a comme ça une forme de chemin, de circuit fermé, en fait, je m'y sens pas bien. Voilà, je vais te citer un autre exemple qui a rien à voir. Là, j'ai fait un peu de crossfit avant l'été dernier. Là aussi, j'ai vu un endroit où c'est dogmatique. Ça se passe comme ça, tu fais le mouvement comme ça. Puis sinon, tu le fais pas comme ça, tu le fais comme ça. Et voilà. Et ça, en fait, je me suis rendu compte, ça m'a pas convenu. D'ailleurs, je m'étais un peu fait mal. Et voilà. Et donc ça, juste pour cette raison, indépendamment de tout ce que ça apporte à côté, évidemment, ça n'allait pas. Donc, et c'est vrai que dans le yoga, j'ai aussi cette liberté de vigilance, même. De vigilance. Et justement parce que ça. Moi, j'ai besoin de découvrir des voies différentes, des disciplines différentes. Voilà, quand j'étais à l'université, alors j'ai développé ça à l'université à l'époque. J'avais fait du yoga, j'avais fait du renforcement musculaire, j'avais pris aussi des cours de renforcement musculaire, les tout premiers. Alors là aussi, c'était différent par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et j'avais aussi suivi, j'avais fait du ski, j'avais fait de la photo. Enfin, tout ça, ce sont des domaines très très larges. Et à chaque fois, ça m'a enrichi, puis ça a attiré ma curiosité au fil du temps. Donc, puis après, au gré des opportunités, je suis allé ici ou là. Et comment alors on passe alors à chaque fois je m'en veux de dire ça, de simple yogi à professeur, le cheminement? Alors le cheminement s'est fait vraiment par hasard. Alors c'était un contexte, c'est-à-dire que j'avais rencontré une coach sportive dans un contexte familial, avec qui j'avais suivi quelques cours, mais c'était des cours, j'avais le temps de faire quelques cours avec elle. J'avais rencontré, on est devenus amis. Et elle m'avait dit, mais toi quand même, je comprends pas, parce que à l'époque, je faisais beaucoup de sport, je faisais de la natation, je faisais de la course à pied. Elle me disait, mais je comprends pas, je fais du yoga aussi. Je comprends pas, vu tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu attends de moi, grosso modo. Bon. Et puis, en me voyant pratiquer, puisqu'on faisait aussi des échanges sur un certain nombre de pratiques, elle me disait, tu devrais faire prof. Elle m'avait sorti ça comme ça un jour, tu devrais faire prof. Je lui ai dit, mais t'es pas sérieuse, moi je peux pas. Pour moi, un professeur de yoga, c'est des années d'apprentissage. Enfin, c'est quelque chose, il faut une légitimité. En plus, mon professeur de yoga est mon professeur. Pour moi, ça collait pas du tout. Elle m'a dit, si, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Et alors, sans être forcément capable de me dire pourquoi, qu'est-ce qu'elle sentait ou pas. Et après, je m'étais un peu renseigné sur des formations, parce que là aussi, alors ça c'était fin des années 2000, juste avant 2010. Donc là aussi, au niveau des formations, il fallait un peu chercher. Puis j'avais trouvé, à Paris, la formation de Vinyasa. Est-ce que tu te souviens, je me permets de t'interrompre, oui. Parce que dans mon souvenir, la réponse est non, mais je suis pas sûr que les formations, elles n'étaient pas du tout estampillées 50 heures, 200 heures, comme on voit maintenant. C'est déjà. Oui, c'était le Yoga Alliance. Ouais, voilà. Ouais, Yoga Alliance, là c'est la formation 200 heures chez Gérard Arnault, qui est très répandu. J'avais suivi ça. Alors c'est vrai que tu avais le souvenir du logo 200 heures. Oui. Ok, d'accord. Oui, non, c'était déjà. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est quelque chose qu'on a vu fleurir de plus en plus. Oui. J'expliquais à quelqu'un que c'était pas un faux label, mais c'était pas non plus. Ça peut confirmer que c'est une bonne formation, mais c'est pas non plus une formation qui n'est pas certifiée peut être aussi bonne. C'est ça que je. Oui, tout à fait. Alors le Yoga Alliance, les discussions sur Yoga Alliance, elles sont très nombreuses. Moi, j'ai discuté de ça plein de fois avec plein de monde. Beaucoup de gens sont contre.
J'ai vu aussi des personnes monter des formations estampillées Yoga Alliance. Donc, j'ai vu aussi de l'autre côté comment ça se passe. Et en fait, Yoga Alliance, c'est un cahier des charges. C'est un cahier des charges qui explique, vous voulez faire une formation de yoga, vous voulez donner un certificat de yoga à quelqu'un que vous avez formé pendant... Donc, vous allez faire, il y aura tant d'heures de ça, tant d'heures de ça, tant d'heures de ça, tant d'heures de ça. Et eux valident les contenus pédagogiques. Ça se limite à ça. Par contre, évidemment, il n'y a personne de Yoga Alliance qui va venir voir ce que tu fais en formation. Donc, ça reste déclaratif, finalement. C'est un label. C'est un label, mais qui repose sur un contenu qui a été déposé. Donc, à partir de là, bon, moi, honnêtement, je ne m'étais pas posé toutes ces questions, puisque le studio où j'étais allé, bon, c'est un studio, voilà, où j'avais pris aussi quelques cours, que je connaissais un peu comme ça. Bon, je savais que c'était sérieux, j'avais pas de sujet là-dessus. Moi, j'ai choisi mon centre de formation plus par rapport à des aspects pratiques, d'horaire, de localisation, de disponibilité. Voilà, j'ai vu que c'était les week-ends. Voilà, c'était moins gênant que s'il fallait se déplacer, je sais pas où. Voilà, c'était plus des considérations comme ça. Mais et c'est vrai que c'est très très ambigu parce que évidemment après il faut payer pour être référencé chez eux. Moi d'ailleurs j'avais pris pendant 1 an la carte chez eux. J'avais payé, je crois que c'était 50 ou $60. D'ailleurs l'année où je l'ai pris, c'est l'année où elle m'a servi. Paradoxalement, parce qu'il faut dire aux personnes, aux profs, que parfois ça sert d'avoir une carte comme ça. Parce qu'à l'époque, j'avais pas mon diplôme de coach sportif et je donnais des cours. Et puis, je donnais des cours à l'Aqua Boulevard, juste à côté d'ici. Là, on est juste à côté. Et puis un jour, la gérante, elle m'avait envoyé un message le soir en catastrophe. Elle m'avait dit, on va se faire contrôler la semaine prochaine, envoie-moi tes diplômes tout de suite. Et donc, j'avais envoyé mon diplôme de yoga, mais bon, sachant que, bon, voilà. Puis, j'avais envoyé la carte de Yoga Alliance et je vais demander est-ce que la carte suffit. Elle m'a dit oui, c'est bon, parce que voilà, ça, c'est un truc officiel, donc ils vont pas m'embêter là-dessus. Donc, voilà. Bon, c'est la seule fois où j'en ai eu besoin. C'est la seule fois où je l'ai prise aussi. Bon, c'était un hasard. Bon, après, j'avais plus demandé, parce que c'était pas forcément nécessaire. Quand on est en France, c'est pas nécessaire. Après, pour les profs qui vont d'un pays à l'autre, peut-être que là, c'est peut-être un peu plus utile, je sais pas. Ok. Et donc, cette formation à Paris, a priori, de ce que je comprends, 200 heures. Oui. Tu m'as dit que c'était étalé sur 2 ans. Oui. Et juste pour comprendre, entre la personne qui t'a dit, tiens, je te verrai bien professeur, et cette formation, t'as laissé passer du temps ou ça a été rapide ? Non, ça a été assez rapide. Non, ça a été assez rapide parce qu'après, c'était des considérations de calendrier. Parce que je m'étais renseigné pour la rentrée suivante, puisqu'ils faisaient des rentrées en septembre. Puis je m'étais inscrit. Alors par contre, les horaires, c'était pas des horaires réguliers, c'est-à-dire qu'ils faisaient des week-ends de travail. Un week-end, après il fallait attendre 2 mois ou 3 mois, puis après tu avais 3 week-ends qui se suivaient, puis après il fallait encore attendre 3 mois. Par contre, ce qu'il disait, c'est que en parallèle de ça, on va te donner une carte de 30 heures de cours au studio. Donc ça fait à peu près 1 cours par semaine pendant 1 an. Enfin 1 an en dehors des vacances d'été. Et il faut les faire. Et alors ça, c'est intéressant. La carte a été comprise dans la formation ? Oui, à l'époque, oui. Parce que c'était un sujet pendant post-Covid où il y a certaines formations où, par rapport au club, on disait, au studio, on disait, faut que tu viennes et que tu allais payer tes cours en plus. Et ça faisait un peu vente pyramidale. Oui. Donc là, au moins, c'est bien dans le package. À l'époque, oui, parce que c'était clean. Enfin, il y avait pas de sujet. Voilà, il y avait pas de sujet. On savait combien ça coûtait. Voilà, comme je te dis, c'était plus des considérations pratiques. Pourquoi cette école et pas l'autre ? Parce que l'autre, elle faisait à des moments qui m'arrangeaient pas ou autre. Voilà. Enfin, mais j'en avais pas non plus vu 50, parce qu'on pouvait pas non plus. Le choix était beaucoup moins large qu'aujourd'hui. Puis là, c'était forcément du présentiel. Bon, de toute façon, le yoga, voilà. Aujourd'hui, on peut se former à distance, mais à l'époque, c'était forcément que du présentiel. Pour être franc, je comprends pas trop les formations à distance sur du théorique, pourquoi pas. Ça existe, ça existe. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, si je devais me former, je ferais comme tout le monde. Enfin, je ferais même certainement comme tout le monde. J'aurais mes PDF à la maison, je les lirais. Voilà, puis comme n'importe quel document qu'on utilise en entreprise ou des articles qu'on lit pour se cultiver, pour découvrir d'autres choses, ou des livres qu'on lit, tout simplement. Et je pense que je ferais comme tout le monde aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est vrai que non, c'était assez bien balisé. Ça l'est encore aujourd'hui, de ce que j'en sais sur ces formations-là, puisque c'est une formation qui continue, qui est très... Petite question que je pose un peu plus de manière régulière, là. Dans cette formation, est-ce qu'il y avait un chapitre business et voire marketing ? Non. Non, c'était que axé sur la... Ouais. Par contre, j'avais parlé business avec le prof.
Et qui t'avait... Gérard Arnault, bon, qui est très connu, hein, je suis sûr que les personnes qui écoutent connaissent. Il m'avait dit, j'avais retenu qu'une phrase de lui. Quand on avait parlé de ça, parce qu'à l'époque, alors tu disais que les cours étaient compris, aujourd'hui c'est plus le cas. Alors là, à l'époque, il y avait un gros sujet sur son livre, parce qu'il a fait un livre, Gérard Arnault, bon, qui fait partie des classiques du Vinyasa. Et les élèves demandaient pourquoi il filait pas le livre. Alors il disait non, vous allez l'acheter. Bon, alors il y avait des élèves qui tiquaient un petit peu quand même. Voilà, on pourrait quand même donner le livre. Bon, ça, j'ai vu ça aussi en fitness. Les formateurs que j'avais, ils avaient édité des livres, ils les filaient pas, il fallait les acheter. Et en école, à l'université aussi, il y a des professeurs qui disent faut acheter mon livre. Oui, voilà. Bon, enfin moi, ça m'avait pas spécialement choqué, d'autant plus que le livre, je l'avais pas du tout acheté. Je m'en suis servi. Je l'ai acheté peut-être 8 ou 9 ans plus tard. Mais c'était juste pour moi, hein. C'était même pas pour le cursus. Est-ce que c'était obligatoire de l'acheter pour suivre la formation ? Non, voilà, donc c'est pour ça, c'était totalement annexe. Mais j'avais discuté un peu de business avec lui. Il m'avait dit, de toute façon, il n'y a qu'une seule chose qui retient les gens, qui attire les gens, c'est l'argent. Voilà. À partir de là... C'est-à-dire ? Ben justement, c'était si la personne s'engage dans un cursus yoga, il m'a dit, en tant que prof, tu es sûr qu'il s'engage s'il a payé. Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, je dis bien sûr ce que j'ai... Oui, mais c'est pas évident. C'est quelque chose que je cite souvent quand tu veux organiser des choses au-delà du yoga. Hein, parce que moi, alors, j'étais au bureau des élèves, bref, dans mon école à l'époque. Tout le monde est toujours plein de bonne volonté, mais dès qu'il faut payer, ça fait un filtre. C'est normal. Voilà. Ouais, c'est normal. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il me disait ça, parce que bon, lui, évidemment, c'est depuis plusieurs dizaines d'années qu'il fait ça. Il est très, très connu. Et bon, il était déjà rodé à l'époque, sur tous ces mécanismes-là. Donc, et puis il a forcément raison. Alors, j'avais pas encore à cette époque-là cette notion d'entrepreneur, cette notion de vendre des choses. Voilà, moi, j'avais fait cette formation pour ma pratique à moi. Moi, j'avais dit à mon ami, bon, j'y vais, ok, devenir prof, mais c'est plus pour moi développer une pratique. D'ailleurs, j'avais vu que parmi les élèves qui suivaient la formation, c'était une promotion de 60 personnes, hein, quand même, hein, c'était quand même beaucoup. Et j'avais identifié à vue d'œil qu'il y avait un tiers de gens qui venaient comme moi juste pour eux, sans ambition aucune pour le futur. Un tiers qui étaient des gérants de salles de sport. Parce qu'à cette époque-là, début des années 2010, le yoga s'invitait dans les salles de sport, c'était pas encore répandu. C'était nouveau. C'était nouveau pour certains endroits. Donc il y avait les gérants qui venaient suivre la formation pour découvrir le yoga et pour après l'intégrer dans leur structure. Et puis il y avait un tiers qui venait soit pour de la reconversion déjà, ou qui venait en vue de devenir prof, en complément de quelque chose. À l'époque, ça existait déjà. Et ça donnait comme ça un microcosme qui était intéressant. Parce que tu dis déjà de reconversion, tu as un sujet en tête ou pas? Aujourd'hui, il y a beaucoup de reconversions dans ces domaines-là. Moi, j'ai fait du fitness. J'ai passé un diplôme officiel dans ce contexte de reconversion. Hein. Donc, c'était intéressant. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait beaucoup comme ça. Et donc, alors, dans cette formation, pour être prof sans être prof, qu'est-ce qui fait qu'après, tu es devenu vraiment professeur? Oui, alors, là aussi, c'était une succession d'événements qui sont arrivés un peu comme ça. C'est-à-dire que la formation finissait officiellement en 2011, mais en réalité, c'était 2012 parce qu'il fallait écrire une thèse, il fallait rendre un document. Donc là, le professeur avait dit, vous me le rendez quand vous voulez. Dans un mois, dans un an, il s'en fichait complètement. Par contre, vous aurez le diplôme qu'après. Ce qui est normal. Et j'avais mis un peu de temps quand même à réfléchir à ce document-là. Donc, je lui avais pondu un truc, mais ça avait pris un peu de temps, ce qui fait que j'avais eu mon diplôme qu'en 2012. Et en 2012, il y avait le début de la micro-entreprise qui venait juste d'apparaître. Hein. Je me souviens, à l'époque de Sarkozy, ils avaient lancé ça pour inciter les gens à faire de l'entrepreneuriat facile. Auto-entrepreneur. Donc, je m'étais inscrit là-dedans pour voir juste comment ça se passait, puisque c'était sur Internet. Bon, vraiment par curiosité. Hein. C'était pas du tout... Et j'avais vu aussi qu'il y avait des annuaires de yoga de profs qui émergeaient sur Internet. Je m'étais aussi inscrit dessus aussi pour voir ce que ça donnait, en me disant si un jour il y a une opportunité, pourquoi pas, mais sans que je la recherche forcément. Et puis j'avais eu des contacts. En me demandant des cours. Donc j'avais répondu, puis comme ça j'avais commencé des cours. Alors au début c'était des cours particuliers, vraiment des cours pour m'entraîner. C'est vrai qu'on dit quand on débute l'enseignement, on donne d'abord des cours à ses amis, sa famille, pour se faire la main. Bon, moi j'ai tout de suite eu des vraies personnes, avec des vraies attentes, mais ça s'était très bien passé, hein, certaines avec qui je me suis très très bien entendu, avec qui on est même devenus amis.
Et puis de fil en aiguille comme ça, j'avais aussi une mission dans mon autre métier qui est l'informatique chez SFR à l'époque à Nanterre. Ils avaient un très très grand site, ils avaient une salle de sport. Donc moi j'allais pour faire mon sport entre midi et 2. Et là aussi le gérant il voulait mettre en place un cours de yoga et il m'a dit qu'à l'époque il n'y avait pas de prof et les gens étaient en demande pour découvrir. C'est un peu comme le Pilates plus tard ou voilà des activités comme ça. Et puis je l'avais dit que je venais finir ma formation, mais il m'a dit, tu vas donner le cours. Alors, moi, je lui ai dit, mais t'es pas sérieux devant tous les collègues, devant tous les gens que je vois tous les matins. Il m'a dit, si, on va monter. Alors, ils appelaient ça à l'époque, quand c'était des cours découvertes, alors, c'était pas des animations. Je crois que ça s'appelait comme ça, des animations. Je suis plus sûr du terme. C'est pour dire un cours exceptionnel pour découvrir. Sous-entendu, si ça plaît aux adhérents, on monte un cours. Je vois ce que on monte un cours, ouais. voilà. À l'époque, ça se faisait comme ça. Découverte. Ouais, c'était un cours découverte, mais ça portait un nom en particulier. Je crois que c'était animation, le bon, je suis plus trop sûr. Et il m'a dit, je vais mettre une liste, je vais limiter à 20 personnes parce que la salle, elle peut pas prendre plus. Je vais mettre à l'accueil, les gens vont s'inscrire. Et il m'a dit, tu vas voir, en 1 heure, ça va être plein. Alors moi, ça m'avait foutu quand même une sacrée trouille. La pression. Et il avait monté son truc, puis j'étais revenu le lendemain pour faire mon sport. Puis je voyais la feuille à l'entrée, elle était toute pleine. Et il avait fixé la date, il avait affiché sur les murs, cours avec Mike, tel jour, telle heure. Moi, je voyais ça. Il y avait des noms que tu connaissais sur la liste ? Alors, il y avait des noms que je connaissais. Moi, j'étais consultant, donc en tant que prestataire, les gens en interne, je les connaissais très peu. Ça, c'est intéressant. Tu n'étais pas salarié. Non, j'étais consultant. Ouais, j'étais D'accord. prestataire en informatique à cette époque-là. Et ce qui fait que j'allais en tant que prestation. Et non, il y a des noms que je connaissais pas, mais par contre, quand le cours avait eu lieu, alors je me souviens, moi j'avais une trouille, c'était de m'essouffler pendant le cours, parce que j'avais pas l'habitude de parler en donnant un cours, moi j'ai l'habitude de pratiquer. Et chez Gérard Arnault à l'époque, il n'y avait pas ce côté tu vas enseigner devant tout le monde. C'est-à-dire, tu apprenais des choses, mais si après tu veux donner un vrai cours, ils considéraient que tu allais le faire par toi-même et que tu allais continuer à te. Il n'y avait pas très peu de conseils de mise en situation. Voilà, okay, de mise en situation, il y en avait très peu. Voilà, il avait fait que, je crois, sur les 2 dernières journées, c'était très très faible. D'ailleurs, ça lui avait été reproché à l'époque. Et donc moi, je m'étais retrouvé un peu dans le bain d'un cours collectif. Alors j'avais ma petite expérience des cours particuliers, mais c'est pas pareil. Alors je m'étais pointé le jour du cours collectif. Alors je me souviens, la salle, elle était à l'entrée de la salle de sport. Il y avait des baies vitrées partout. Tout le monde me voyait de partout. Puis les gens sont arrivés. Et alors j'avais compris qu'il y avait un directeur dans la salle, puisque les directeurs s'installent toujours devant le prof à l'avant. Et là, il y avait un type, il était venu, c'était Daniel, je me souviens. Daniel était devant moi. C'était le directeur de service, et puis il avait pratiqué avec tout le monde. Donc j'avais fait le cours. Alors je me souviens, comme j'avais peur de m'essouffler, j'avais fait que des postures assises. Ouais, écoute, chacun s'arrange. J'avais un peu triché sur le truc, mais comme c'était le premier cours et que je savais que de toute façon j'allais pas. Pour moi, j'étais toujours dans une idée d'essayer sans ambition aucune. Et le cours s'était bien passé. J'étais quand même assez à l'aise. Ça s'était bien passé malgré une mise en situation. Et j'avais même, je me souviens, quand j'étais revenu l'après-midi à mon bureau, j'avais mon collègue. J'avais mon collègue qui était à côté de moi. Il m'a dit, puis qui allait lui aussi à la salle de sport, mais il allait après moi. On était en décalé. Et je me souviens, il m'avait dit, je suis allé à la salle de sport, c'est marrant, je t'ai vu dans la salle de cours. J'ai dit oui. Ça. Il m'a dit, mais t'étais à la place du prof. Tu lui avais pas dit ? J'avais pas dit, non, parce que tu sais, c'est tellement grand. Moi, c'était un collègue, on travaillait pas ensemble directement, mais je le croisais des fois à la salle de sport, c'était marrant. J'ai dit, oui, j'ai donné le cours. Alors, j'avais expliqué, il était complètement ahuri. Et c'est marrant parce que dès le lendemain, à la machine à café, quand j'étais revenu, il y avait des gens que je croisais à la machine à café qui venaient me dire bonjour. C'est l'effet aura, ça. Alors qu'avant, c'est ça. Alors qu'avant, ils te regardaient quasiment pas. C'était rigolo. Dans le premier cours collectif, c'était particulier. C'est un peu comme le premier cours que tu prends. Tu t'en souviens parce que c'est très, très, ça marque. Et surtout, moi, ce que je veux comprendre, le deuxième, il y a eu un deuxième cours chez SFR ? Non, j'avais fait que celui-là. Ouais, non, parce que c'était une mission qui était. Je sais plus si j'étais sur la fin de ma mission. Non, il y avait eu que ça. Je crois, j'avais eu que ça. Mais les gens étaient en demande pour toi. Ouais, je sais pas. Il y avait eu juste ce cours-là. Non, j'en avais pas fait d'autres chez eux. J'avais fait que celui-là. Après les cours suivants que j'avais donnés, alors en cours collectif, c'était où après ? Je ne sais plus. Parce que j'étais allé après à la Colle Louvoire. Je me demande si j'avais pas enchaîné après, pas comme des structures directement dans la Colle Louvoire, mais sur des remplacements, des choses comme ça. Voilà. Après, c'était vraiment le dur. Alors, ce qui peut être intéressant que là, tu nous expliques, c'est que
à cette période, de ce que je comprends, tu étais donc salarié prestataire pour une boîte de services qui te positionnait en clientèle, comme on dit. Oui, c'est ça. Et tu donnais tu commençais à donner des cours. Ouais. Ce qu'on appelle les slashers, c'est les gens qui ont des deux jobs. Oui. Maintenant, c'est presque pas normal, mais c'est plutôt classique. C'est classique. À l'époque, tu étais un précurseur. C'était vraiment annexe. Oui, c'était précurseur, je sais pas, parce que je sais pas ce que faisaient les autres profs ou pas à cette époque-là. Là, les professeurs chez Gérard Arnault, je me doutais qu'ils avaient d'autres métiers parce qu'ils peuvent pas faire que ça, mais je m'étais jamais forcément posé la question. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent. Parce que moi, ce que je vois, c'est le grand écart entre justement du consulting et puis être prof. Là, il y a un fossé même. Hein. Oui, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est original pour l'époque. Oui, c'est original. Parce que je pense qu'avant, on devait faire un peu le choix. Soit tu faisais ça et tu renonçais au yoga, soit tu yoga et tu... La question s'était posée comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire un choix, alors y compris pour des contraintes personnelles et familiales. Et c'est vrai que faire les deux, ça demande beaucoup d'organisation. Ça demande de faire aussi quelques concessions. Il y a des cours qu'on ne peut pas faire. Ça aurait été bien de le faire, mais finalement non. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça enrichit des deux côtés, finalement. Moi, dans l'informatique, je me souviens, j'avais des appels, je donnais des cours à une élève, des cours particuliers à une élève. On s'appelait de temps en temps, des fois elle m'appelait dans la journée pour fixer le cours, et c'est vrai que ça me faisait bizarre de parler dans un environnement professionnel où j'ai l'habitude d'être, donc avec un certain comportement, il y a des codes à respecter. Là, dans quelque chose qui est complètement différent, et en plus, paradoxalement, les gens à qui je donnais des cours, c'était des gens qui étaient très haut placés dans l'entreprise. J'avais une de mes premières élèves, c'était à l'époque la directrice financière de Free. Donc, de quelle entreprise pour comprendre? Une élève de yoga que j'avais. Elle habitait à côté de SFR, là-bas, à côté de Nanterre. J'allais lui donner des cours le soir après les cours. Des cours particuliers, pardon. Elle était directrice financière chez Free. Donc, forcément, moi, je ne côtoyais pas les directeurs financiers dans ma profession d'informatique. Donc, c'était marrant de voir cet écart-là. Et j'avais comme ça des élèves qui étaient des RH, qui avaient des postes assez haut placés. Donc, c'était intéressant aussi d'avoir ce décalage. Et quand on s'appelait, des fois, elle m'appelait dans l'après-midi, je me souviens, alors j'allais un peu m'isoler à la cafétéria puis elle me disait oui, namasté, voilà. Donc c'était vraiment en décalé et ça faisait du bien en même temps que ça faisait bizarre. Surtout, ce que je peux imaginer, c'est que comme tu faisais les deux, il n'y avait pas de frustration à avoir abandonné quelque chose? Non. C'est pas une frustration d'avoir abandonné quelque chose. Après, effectivement, on se dit inconsciemment que si on peut s'investir à 100% dans le yoga, on peut faire beaucoup plus de choses, on peut voyager, on peut faire des retraites, on peut faire découvrir plein d'autres cultures. Bon, là, évidemment, c'était très restreint, mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça et c'était très bien aussi. D'accord. Ouais. Et tu peux boire un verre d'eau, hein, pas de panique. Je vais faire une question longue le temps que tu bois de l'eau. Non, et donc ce cheminement là qui est alors sans jouer les papis du yoga, mais c'est vrai que il y a avant après confinement. Oui. Et après avant 2010 ou avant 2000, c'est que c'était le marché du yoga était différent. Ça a toujours existé, il y a toujours eu des cours. Oui, ça a toujours existé. Mais c'est vrai que c'était différent. Et donc après, comment t'as évolué donc avec ce double projet, salarié d'un côté et prof de yoga? Ouais, après, j'ai évolué comme j'évolue encore aujourd'hui. C'est vrai que dans l'informatique, des fois il y a des missions, des fois il y en a pas. Donc par exemple en ce moment j'en ai pas. Et en yoga, des fois j'en ai fait, des fois j'ai arrêté ou je faisais que perso. Bon, comme par exemple actuellement, voilà, là je suis pas dans une logique de suivre des cours de yoga. Je suis des cours d'autre chose, mais pas de yoga. Et j'ai aussi développé une activité de coaching sportif. Donc pour faire suite à ça. Et là aussi, je suis venu par opportunité parce que j'avais quelques mois où je pouvais me consacrer à ça. Là aussi, en termes de planning, ça allait par rapport aux écoles de formation. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui me titillait un peu l'esprit pour voir, parce que je pratiquais le fitness moi-même en salle de sport. Là, l'Aqua Boulevard, ici, je l'ai fréquenté pendant plusieurs années en tant qu'élève. Hein. Qu'est-ce que tu appelles le fitness? Alors, ce qu'on appelle le fitness, c'est vraiment des cours de renforcement musculaire, des cours... Alors, il y a aussi des cours de yoga. Il y a une définition
définition exacte du mot fitness ou Fitness, pour c'est tout vraiment c'est un domaine lié au bien-être et à la santé à travers le sport. Donc, c'est des sports en salle, principalement. Alors, parce que pour parler aérobique. L'aérobique, c'est l'ancien terme. Voilà, aujourd'hui, ça, on dit plus. ok. Voilà, l'aérobique, c'était ce qu'on appellerait des cours cardio aujourd'hui. Ok. Donc, des cours où tu te dépenses, on fait monter le cœur. Voilà, c'est. L'aérobique, je suis sûr que ça reviendra un jour un terme qui va revenir. Ouais, les termes, ils se succèdent. Alors, j'avais appris que le mot gymnastique, par exemple, on pouvait pas l'utiliser comme ça quand on donne des cours. Bon, aujourd'hui, il est tombé en désuétude. On dit pas, je vais prendre un cours de gymnastique. Mais j'avais appris qu'il y avait des règles pour utiliser ce terme-là, si tu voulais dire que tu donnes des cours de gymnastique. Mais bon, aujourd'hui, la question se pose plus puisque tous les noms ont été labellisés, anglicisés. Donc, la question se pose plus. Et l'autre fois, j'ai entendu une phrase qui me plaît bien. C'était il n'y a rien de nouveau. Ce sont juste des choses qu'on avait oubliées. C'est ça. Ouais. Effectivement, sur plein de sujets, on dit c'est nouveau. Non, mais non, il y a 50 ans, ça existait. Il y a 100 ans, ça existait. Ou il y a 3 ans, ça existait. Tout à fait. Oui. C'est, non, mais tout ça, ce sont des évolutions. Bon, le fitness, quand on parle de fitness, on parle de quelque chose de très, très large. Hein. Voilà, ça englobe énormément de choses. Moi, j'avais fait une formation pour les cours collectifs, principalement, le BPGEPS. Donc, je dis à l'époque, parce que maintenant, voilà, il y a d'autres diplômes qui sont apparus. Et voilà, moi j'étais resté dans ce carcan cours collectif, voilà, ce qui m'a permis de développer voilà, des activités comme le Pilate par exemple, du renforcement musculaire. Donc ça, c'est les cours que je donne aujourd'hui principalement, plus que le yoga. Dans quelle structure ? Là, c'est en association maintenant. Voilà, là je donne des cours le soir, donc c'est en association. Donc, mais là j'ai que quelques cours. Ça, c'est un tips qu'on peut donner aussi aux jeunes profs, les assos de quartier ou d'heure de ville, je ne sais pas exactement. C'est un sacré demandeur de professeurs de yoga, j'ai remarqué. Ouais. Oui, parce que les associations, les gens qui vont dans les associations payent très peu cher. La contrepartie, c'est qu'un cours, ils peuvent être 50. Et donc, si ça ne leur plaît pas, ils se sont engagés pour l'année. L'avantage, c'est qu'effectivement, pour le professeur, alors peut-être maintenant moins, quoique, c'est quand même relativement bien payé, je vais le dire comme ça, mais avec de très gros guillemets, dans le sens où on te garantit une année de cours. Donc, si tu t'engages dans une association pour j'ai pas vu ça comme ça, oui. Tu sais qu'alors, évidemment, tu le fais en micro-entreprise ou en salarié, mais on te garantit le créneau à l'année. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un gros problème pour qu'on te dise à un moment donné tu arrêtes en cours d'année, mais en général on te garantit l'année, ce qui toi te permet d'avoir une activité continue, puis du coup de développer quelque chose avec les élèves qui peut être intéressant. Et voilà. L'association, c'est bien pour ça. Alors les associations, il faut les capter au moment où elles prospectent, c'est-à-dire quand il y a des journées portes ouvertes en septembre ou même au printemps, de façon à se faire connaître et pouvoir y accéder. Mais c'est sûr qu'après, ça aussi, ça limite aussi toutes les problématiques de déplacement. Voilà, puisque ce qui tue les profs de yoga, c'est les déplacements. Hein. Oui, j'ai cru comprendre sur un interview avec Natacha, à qui on dit bonjour, que elle, cette année, c'est ça, c'est les déplacements entre... Elle travaille très bien, quoi, elle a beaucoup de cours, mais elle dit les déplacements, j'en peux plus, quoi. Les profs de yoga font des burn-out. Oui, comme toute profession, j'imagine. Oui, mais ça touche beaucoup de profs. Et alors des burn-out, pas forcément des dépressions comme on peut avoir en entreprise avec des envies suicidaires ou ce genre de choses, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui dit stop. Un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Moi, quand le confinement a commencé, j'étais un peu dans cet état-là, parce que je donnais beaucoup de cours. Enfin, je donnais beaucoup de cours en entreprise, notamment avant le Covid. Tous les midis, j'étais pris en entreprise. Et puis je m'étais, alors juste avant que le confinement soit annoncé, je m'étais dit, c'était en mars de 2020, je crois, de mémoire, et je m'étais dit, je vais me laisser 15 jours, entre guillemets, pour laisser reposer le corps, quoi. Et puis c'est à ce moment-là que le confinement a commencé. Et à un moment donné, tu arrives à ce stade. Et moi, j'arrive à l'identifier, voilà, avec toute mon expérience, toute ma pratique qui mêle. Moi, je connais très bien mon corps, je connais ses limites. Donc, je sais qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Puis, je sais même anticiper le moment à partir duquel il faudra s'arrêter. Et ça, les profs qui se mettent à avoir beaucoup de cours parce que il faut remplir l'agenda, il faut aussi rentrer des sous, voient pas forcément ça comme ça. Et alors, c'est pas les cours en tant que tels qui pompent l'énergie, quoique. Hein, il y a certains cours où le prof s'investit beaucoup s'il pratique ou s'il fait beaucoup de choses. Mais ce sont les déplacements, tout ce qu'il y a entre les cours.
Et ça fatigue beaucoup. Il faut aller poireauter au café parce que c'est dans 2 heures. Après, il faut prendre le métro, faut machin. Ou si tu prends la voiture, tu sais que tu as 1 heure de bouchon parce que c'est l'heure. Voilà. T'as que des trucs comme ça qui font que ça te plombe l'activité. Tu peux pas te projeter dedans. Au bout d'un moment, tu dis stop, c'est bon. Puis une fois que tu as fait le tour, que tu connais les cours, que tu as vu le type d'élèves, que tu t'es enseigné, sauf cas rares où qui est vraiment avec un groupe qui tient à toi et avec qui tu peux monter des choses spécifiquement. Ça m'est arrivé aussi, même parfois de préserver des cours une fois qu'ils étaient arrêtés dans certaines structures. Bon, ça reste assez rare, mais ça existe. Mais sinon, tu sais que tu as fait le tour au bout d'un moment et puis bon, tu te dis, il faut refaire autre chose, quoi. Il y a beaucoup de profs qui sont revenus dans le salariat, dans leur ancien métier. C'est-à-dire que c'est intéressant, ça. Ouais. Quelqu'un qui a, sans être négatif, c'est pas l'esprit négatif, du podcast, c'est qu'un professeur de yoga, tu penses que comme un job en salarié, on peut faire le tour et au bout de, 3, 4, 5 ans... Ah bah oui, si c'est pas une vocation, si le yoga n'est pas inscrit dans un type, dans une certaine philosophie de vie, parce que le yoga est perçu... Alors j'avais vu ça en fitness, parce que j'étais entouré, moi, de stagiaires pour devenir coach. Alors quand ils avaient vu j'étais le seul prof de yoga, je crois que j'aurais pas dû le dire. Et il me voyait avec des yeux comme ça, comme quelqu'un qui gagnait super bien ma vie parce qu'il est prof de yoga. J'ai dans prof de yoga, il y a le mot professeur. Donc ça, professeur, c'était le formateur qu'on appelait professeur. On dit pas prof de fitness? Alors, on peut dire prof de fitness, on dit coach fitness. Voilà, fitness, on parle plus de coach. C'est un terme un peu différent. Ouais, t'as raison, le terme professeur, on va peut-être le retrouver. Mais le terme professeur est très trompeur et très pompeux par rapport à ce que c'est vraiment, à mon sens. J'avais jamais pensé à ça, parce que Pilates, on dit quoi? Coach? Non, on dit prof parce que c'est le prof, voilà. Je vais prendre le cours, la prof est arrivée. Voilà. Mais pour le yoga, on dit professeur de yoga. Si on se présente, on dit pas je suis prof de yoga. On dit je suis professeur de yoga. Alors, on dit prof de yoga quand on est comme ça entre nous. Mais il y a ce côté un peu... une posture haute. Il y a une posture un peu plus haute qui, moi, me met un petit peu mal à l'aise, puisque moi, je me considère pas une posture haute. Moi, j'ai juste une expérience qui vaut ce qu'elle vaut. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Et alors, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Non, par rapport aux autres professeurs... Oui, non, voilà, ce que je voulais dire, oui, voilà, ça m'est revenu. C'est-à-dire que j'avais découvert ça pendant ma formation fitness, c'est-à-dire que le yoga est vendu comme une compétence pour donner des cours. Donc un coach, il va se former à la Zumba, il va se former au CrossFit, il va se former à faire ceci, cela, de la boxe, de l'hypnose et le yoga. Donc ça vient comme une compétence et pas comme une philosophie de vie. Et donc les gens qui vont là-dedans, ils vont se former, ils vont apprendre plein de choses. Donc ils donnent des cours, qui sont très très bien. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ils sont dans une démarche. Ils peuvent être dans une démarche. Je généralise pas, mais ils peuvent être dans une démarche de dire c'est comme moi je donne des cours de pilates, mais le pilates c'est pas ma vie. C'est une carte en plus. C'est une carte en plus. C'est des opportunités. Voilà. C'est intéressant pour ce que c'est, pour ce que ça apporte. Mais je te dis, moi je suis pas enfermé dans des dogmes. Donc je vais pas vendre le pilates parce que je donne des cours de pilates en disant faites ça et rien d'autre parce qu'il y a que ça qui marche pour votre gainage, votre renforcement abdominal et plein de choses pour votre posture dorsale. Mais voilà, il y a ce côté-là. Et effectivement, ces personnes-là, une fois qu'elles ont fait le tour, peuvent passer à autre chose ou se former à d'autres disciplines. Et puis comme ça évolue. Puis c'est pas plus mal, parce que ça donne des gens pluridisciplinaires. Voilà, il y a aussi des gens... moi, j'ai eu beaucoup de questions sur des personnes qui veulent se former au yoga, mais qui veulent se former à l'étranger. Je vais aller en Inde. Je vais aller à Bali pour me former. Donc, très bien, voilà. Donc, ils y vont, ils se forment, ils suivent des cours, ils se forment, ils reviennent avec un certificat, un diplôme, et puis après, ils donnent des cours. Bon, ça existe aussi, mais ça se fait dans un contexte, pas forcément dans une vocation. D'accord. Plus dans un contexte des cadres en plus de proposition de service. Ça leur permet de proposer des choses en plus, ce qui est très bien. Mais ça se fait aujourd'hui. Voilà, il y a 5 ans, c'était peut-être pas lié. Moi, quand j'ai commencé le yoga, c'était vraiment de la curiosité. J'attendais rien. Il aurait pu ne rien se passer du tout. J'aurais pu suivre qu'un seul cours et ne plus y retourner. C'était moins développé, il faut dire ce qui est. Ça existait. C'était différent. Voilà, c'était développé, mais c'était différent. T'as raison. C'était développé, mais c'était différent. C'était différent parce que les gens qui suivaient les cours, alors à part à la fac, parce que là, c'était des étudiants. Bon, évidemment, ça s'adressait aux étudiants. Donc, il fallait faire des étudiants, entre guillemets, des gens normaux. Mais les gens qui faisaient du yoga au Sivananda, quand je me souviens de certains élèves, c'était un public très particulier qui allait là-dedans.
Ouais, je veux bien croire. Donc, bon. Et je veux bien aussi qu'on prenne quelques instants pour parler. Alors, chaque invité, je fais un peu des recherches sur leur parcours, sur leur parcours, site internet, Instagram. Et je suis tombé sur, alors, je crois que je l'ai noté, yogasoftonline.com. Alors ça, c'est un projet qui était personnel. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Ouais, trouvé. Oui, parce que... J'ai trouvé les vieilles vidéos sur YouTube. J'avais mis des vidéos. Ça, c'est quand, à l'époque, je regardais comment fonctionnait YouTube. Donc, j'avais publié des vidéos pour voir juste comment publier YouTube. Non, ça, c'est un projet personnel que j'avais fait. J'étais en intercontrat. C'était en 2010, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pendant que je faisais ma formation de yoga, finalement. Ouais, c'était à cette époque-là. Ou après, je ne sais plus. Non, peut-être après. Je ne suis plus sûr des dates. J'étais en intercontrat donc avec ma société d'informatique. Et quand on est en intercontrat, à l'époque du moins, ils aimaient bien qu'on vienne quand même dans l'entreprise. Donc un intercontrat, ça veut dire qu'on n'est pas chez le client. On est salarié, on est entre deux missions, mais on n'a pas de travail. Donc on rapporte pas, on facture pas. On facture pas, mais on est toujours là. Donc ce que ma société qui aimait bien, c'est qu'on vienne quand même à l'entreprise et qu'on travaillait sur des projets quel qu'il soit. Donc moi, j'y allais tous les matins, comme on me demandait. D'ailleurs, c'était aussi à côté d'ici, c'est rigolo, des coïncidences, à Issy-les-Moulineaux. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on pouvait aider les commerciaux, on pouvait aller voir les assistantes, prendre des cafés avec un tel. Bon, ça c'est très bien. Puis moi, je m'étais dit, je vais développer un petit truc. Mais c'était là aussi juste par curiosité, puis en même temps pour me garder la pratique de l'informatique. Et puis accessoirement développer quelques compétences techniques. Donc du coup, j'avais développé je vais le dire comme ça, un tout petit logiciel qui permettait de gérer des cours, des réservations et des salles pour un prof. Et ça pouvait lui donner des tableaux de bord sur combien il facture le cours, qui a suivi son cours, qui est présent, qui est absent, qui a payé sa carte. Et j'avais comme ça imaginé tout un système. Ouais, c'était plutôt 2013-2014, ça, hein, je pense. Ouais. Et donc j'en avais fait quelque chose qui, que je l'avais monté sur une plateforme internet. Ça fonctionnait, hein, c'était opérationnel, c'était en ligne. Et je l'avais proposé à un studio dans le 15e, une personne qui tenait ce studio et qui m'avait posé des questions sur comment, si je connaissais pas des logiciels ou des choses comme ça pour gérer, parce qu'à l'époque ça se faisait avec des cartes en carton, pour gérer les abonnements et les présences. Et puis je l'avais dit, si tu veux, j'ai fait un petit truc, si tu veux l'essayer, tu me diras ce que tu en penses, comme ça. Bon. Puis elle avait utilisé quelques mois, mais bon après effectivement, quand on rentre là-dedans, quand il faut industrialiser le truc, il faut s'investir beaucoup plus. Il y avait beaucoup de contraintes qui faisaient que c'était plus un projet personnel qu'autre chose. Mais c'est vrai que j'avais imaginé un système qui permettait en ligne pour un professeur ou un studio de gérer ses salles, de gérer les créneaux, de gérer les horaires, de gérer les tarifs qui sont proposés, de gérer ce que les personnes achetaient. On peut même imaginer maintenant, si tu reprenais le sujet, une brique logistique où avec de l'IA, ça pourrait calculer le parcours optimal, comment organiser tes parcours entre studios pour éviter le moins de temps de transport, là, pour boucler avec ce qu'on disait. Ça peut aussi être ça, ouais. J'avais aussi développé un petit fichier Excel. Alors ça, c'était beaucoup plus tard, après ma formation de fitness, qui permet à un professeur de voir, en fonction de certains nombres de critères, donc ça repose sur des matrices, pas de compétences, mais des matrices de décision qu'on utilise dans le monde de l'entreprise, pour dire si un cours, ça vaut le coup de l'accepter ou pas, pour aller le donner. C'est intéressant. C'est des critères qui sont personnels, du coût de la vie, de ce qu'on paye. Puis j'avais mis d'autres colonnes en disant, ce cours, il se passe à tel endroit, la distance, combien ça coûte pour y aller, combien est-ce qu'il y a d'élèves, est-ce que les élèves sont sympas, est-ce que c'est un groupe plutôt bien ou pas, est-ce que ce sont des gens qui payent correctement ou pas. Donc tout ça, c'est des critères. Puis après, en fonction du tarif qui est demandé, parce qu'aujourd'hui c'est la structure qui fixe le tarif, hein, c'est rare quand c'est le prof qui dit je viens vous donner un cours, ça va coûter tant, hein. Normalement ça se passe comme ça, mais en pratique ça se passe pas comme ça. Puis après il répondait oui, ça tu peux le prendre, non, le prends pas.
Ok. Et c'était intéressant parce que c'était. Alors là, je l'avais vraiment customisé et ça répondait bien. Je l'avais, alors évidemment, j'avais essayé sur moi. Bon, ça, je l'ai pas montré à d'autres personnes, mais ça m'a permis sur les cours que je faisais notamment, parce que j'étais à temps plein entre 2016 et jusqu'au Covid. Voilà, pendant 4-5 ans, j'étais à temps plein sur les cours de yoga. Donc, je sais très bien ce que c'est que cette histoire de pré-burnout ou autre. J'avais mis dedans tous les cours que je faisais, puis les cours qui m'embêtait le plus, parce qu'au bout d'un moment, il faut le dire, en tant que prof, il y a aussi des cours qu'on n'a plus envie de donner. Il y en a certains qui sont très bien, il y en a d'autres, on y va, bon, c'est vraiment parce que, bon, voilà. Et c'était ces cours-là qui apparaissaient en rouge à chaque fois. Donc, tu pourrais très bien le remettre oui, c'est quelque chose voilà, que j'ai, bon, mais j'ai jamais eu l'occasion parce que, voilà, ça aussi, ça reste des choses personnelles. Moi, j'aimais bien à l'époque bidouiller des choses comme ça dans mon coin. Si c'est un outil... mais c'est un outil d'aide à la décision. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment mixé ce qui se fait dans l'entreprise, ce que j'avais appris dans l'entreprise, pour des décisions. Go, no go. Voilà, pour donner des go, no go, avec beaucoup de critères, des coefficients. Et puis à la fin, ça te donne un résultat. 80% oui, c'est bien. 40% non, c'est pas bien. N'y va surtout pas. Si j'étais toi, je le ressortirais pour le mettre en ligne. Voilà, oui, en forme de c'est SAS. intéressant. Disons que quand je conseille, alors j'ai beaucoup de contacts où on me demande des conseils. Donc c'est vrai qu'on me dit est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut faire ça. Aujourd'hui, moi, le premier conseil que je donne à un professeur qui débute, en général, on se lance dedans parce qu'on en a marre de son ancien métier. Donc moi, je dis gardez l'ancien métier. Mmh. Ouais, t'as raison. Et non, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment garder l'ancien métier. Et quand on fait les deux, si on est vraiment dans une situation de stress ou dans une entreprise où on n'est pas bien, quand on fait les deux, en fait, l'esprit est aéré. On a d'autres choses, mais c'est important. Hein. Et du coup, on peut relativiser. Ça fait une porte de sortie. Ça aide, ça fait une porte de sortie. Moi, je te dis, ces coups de fil que j'avais avec cette élève quand elle me parlait au téléphone, des fois, on pouvait parler longtemps, parce qu'on se parlait de plein de choses, de la vie. Elle faisait de la méditation. Je me souviens, son truc, c'était la méditation. D'ailleurs, elle m'avait initié à la méditation. Une fois, j'étais allé lui donner un cours, cette fameuse élève-là, qui était directrice financière. Je suis allé chez elle, elle m'a dit, bon, aujourd'hui, c'est moi qui fais le cours. Je ne comprenais pas. Je lui ai dit, c'est pas dans l'ordre des choses. Elle m'a dit, je vais te faire un cours de méditation. Donc, tu vas t'asseoir là. Elle m'avait fait un cours de méditation. C'était une expérience aussi très, très puissante. Je ne m'attendais pas en plus. Et sympa, c'est de l'échange. Non, mais là, oui, c'était vraiment des gens très, très bien. Voilà. Bon, après, de fil en aiguille, on a un peu perdu, on s'est perdu de vue avec les déménagements et tout ça, mais c'était vraiment des gens très, très bien. Pour ça, le yoga, c'est bien. Alors, c'est vrai que ça contrebalance tout ce qu'on peut avoir en entreprise en termes de lourdeur, en termes de... Voilà. Mais du coup, ça permet de relativiser des choses. C'est pour ça que les profs d'aujourd'hui, je dis, gardez l'ancien métier, quitte à le faire pas forcément à temps plein, mais ou du moins les contacts. Voilà, si on veut vraiment ne plus y aller. Ok. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces histoires, voire ces conseils. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le yoga ou en général ? Il y aurait plein de choses à rajouter, mais bon, là, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Non, c'est intéressant. Disons, c'est des discussions sur le yoga qui sont sans fin. Voilà, moi, j'échange beaucoup avec des amis professeurs, avec des élèves aussi. Voilà, pas plus tard que cet après-midi, j'ai parlé de ça avec des élèves. C'est des sujets qui sont quasiment sans fin, puisque en fait, le yoga, c'est quelque chose qui t'accompagne. C'est pas quelque chose que tu fais. Oui. Moi, des fois, dans mes cours, je dis, parce qu'on focalise sur, d'ailleurs, cet élève à qui je parlais me disait, le yoga, c'est un sport particulier. Alors, je dis, c'est pas un sport. Si tu le vois comme un sport, tu vas le voir comme des postures, tu vas le voir comme juste faire de la gymnastique, comme on disait tout à l'heure, des choses comme ça. Non, moi, quand je donne mes cours, je dis, les postures ne sont qu'un prétexte à la pratique. Mmh. Et même des fois, certains profs, quand ils me posent des questions, ou je vois sur des groupes ou autres, une fois, je m'étais amusé à titiller un peu une prof comme ça. Je lui avais dit, est-ce que pendant tes cours de yoga, tu ne fais que des postures ? Et je lui ai dit, est-ce que tu serais capable de faire un cours de yoga sans posture et que les gens ressortent en disant, le yoga, c'est super ? J'ai jamais eu de réponse. Ce qui n'est pas évident non plus à répondre. C'est pas évident à répondre, parce qu'aujourd'hui, c'est formaté. Et moi, j'avais une amie qui est prof. Alors, j'ai pas suivi ses cours, mais elle m'avait dit comment elle faisait ses cours. Alors, elle faisait des cours vraiment de yoga. C'est un yoga complètement différent.
Elle était à l'étranger à l'époque et elle m'avait dit une fois, je suis arrivé avec mon groupe d'élèves et j'ai vu qu'il y avait des élèves qui avaient des problèmes. Donc on n'a pas fait de posture, juste assis comme on est là, hein, voilà, assis. Puis c'était des échanges, donc elle avait introduit d'autres choses et elle disait voilà, les élèves étaient contents. Ça restait quand même dans un contexte de yoga. C'est une voie différente. Alors évidemment, il faut savoir le faire, hein, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que le yoga tel qu'on le pratique, c'est vrai que tu arrives dans un cours de yoga, tu t'attends à faire des postures. Si tu fais Savasana pendant 3/4 d'heure, tu peux te dire, bon, je suis en train de me faire avoir un petit peu. Détrompe-toi, parce que ça fait partie des petites conclusions des épisodes avec des apprentis. Les gens qui font du yoga pour la première fois, là, on va refaire quelques épisodes là bientôt. Et étonnamment, il y a certaines personnes qui s'attendaient à rien, mais ils attendaient beaucoup plus de méditation. Et je pense que sur 1 heure de cours, s'ils avaient fait 1 demi-heure allongée en méditant, en respirant, alors, ils auraient été intéressés aussi. Hein. La méditation, c'est juste un aspect du yoga. Hein. C'est une des branches du yoga. La méditation, moi, j'avais beaucoup de questions sur la méditation quand je donnais les cours à temps plein, notamment en entreprise, chez SFR notamment. J'avais donné aussi beaucoup de cours chez SFR. Alors, c'était pas le même que celui que je dis tout à l'heure. J'avais fait plusieurs cours chez eux. Et à cette époque-là, alors je dis cette époque-là, c'était de milieu des années 2010, quoi. J'avais beaucoup de questions. Est-ce que tu fais de la méditation ? Où est-ce que je peux prendre des cours de méditation ? C'était vraiment comme une mode et une recherche des gens. Alors, on parlait tout à l'heure, on parlait d'un côté spirituel. Ouais. Et j'avais beaucoup de questions là-dessus. Puis, il y avait effectivement beaucoup de retraites de méditation. Ça se faisait pas mal. Je pense que c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Oui. Je ne suis pas très sûr. À réfléchir, je crois que c'était le début de la pleine conscience qu'on voyait pas mal à la télé 2010. Oui, c'est ça. Voilà, c'était dans le milieu des années 2010. J'avais beaucoup de questions là-dessus. Ça m'interpellait. Alors, moi, la méditation, moi, je ne suis pas un prof de méditation. Mais, par exemple, le vinyasa tel que je l'ai appris, un des items du vinyasa, c'est de dire c'est de la méditation en mouvement. C'est-à-dire que quand tu fais du vinyasa, c'est des postures qui s'enchaînent. Mais bon, évidemment, c'est pour ça que je dis que les postures ne sont qu'un prétexte. En réalité, ton état d'esprit, au bout d'un moment, il ne pense plus aux postures. Tu rentres dans autre chose. Et j'avais comme ça des groupes que j'avais pu mener. Je leur avais dit, là, notamment en entreprise, j'avais un cours où ils étaient vraiment très, très focus sur leur pratique. C'était vraiment très, très puissant. Et à la fin du cours, je leur avais dit, vous savez, là, vous êtes entrés, on était vraiment aux portes d'un état méditatif important. Par contre, moi, je considère que j'ai mes limites. Je ne peux pas vous emmener au-delà. Je ne peux pas vous faire de la méditation pure comme m'avait fait cet élève qui m'avait dit, moi, je vais te donner un cours de méditation. Et là, c'est de la vraie méditation. Moi, je peux vous emmener jusque-là parce que c'est ma compétence, ça ne va pas plus loin. Je n'ai pas expérimenté au-delà. Donc, mais sachez que je sais que vous y êtes arrivé. Et effectivement, voilà, si je demandais après le cours, quelles sont les postures que vous avez faites, on ne savait plus. Oui, il y avait ça, on avait la main comme ça, on avait ça, alors il y avait quelques... Et ça peut aller jusque-là. La méditation, c'est vraiment particulier. Alors c'est vrai que oui, effectivement, on peut emmener les gens en méditation à travers des postures de type Savasana ou autre pendant longtemps. Bon, c'est aussi un autre aspect. Pour moi, la méditation, c'est un autre aspect du yoga. Le yoga, c'est vraiment tellement large qu'on ne peut pas dire le yoga, c'est ça. C'est juste, c'est une discipline, il y a plusieurs disciplines dedans. Et moi, personnellement, j'en connais qu'une toute petite, voilà, avec ma modeste expérience. Et on ne peut pas dire le yoga, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, des dogmes, comme je te disais tout à l'heure, voilà, il y a plusieurs choses. C'est pas... Et puis c'est vivant et ça évolue et on espère ça évolue, et puis même il faut aussi pas hésiter à aller voir d'autres choses. On va t'apprendre quelque chose qui est le contraire de ce que tu as appris avant, où on t'a toujours dit que c'était comme ça. Alors après tu te dis, bah oui, mais pourquoi avant c'était comme ça, maintenant ça ne l'est plus. Alors effectivement, oui, tu dis effectivement, oui, c'est vrai. Voilà, et les choses, elles avancent comme ça. Donc, ce qui permet de voir beaucoup de choses et de proposer des choses aussi aux gens quand ils viennent. Merci beaucoup, Mike. Merci à toi. Et puis à une prochaine. Pour tout ça, ça marche. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.